Cette semaine au balado, Justin Trudeau et le macartisme canadien, nouveau crime pour mégenrage en Allemagne, la chute de San Francisco, l'explosion de la fonction publique au fédéral, sans oublier votre grand enjeu de la semaine. Tout cela et bien plus dans votre Libre Podcast. Bonjour et bienvenue à votre Libre Podcast, votre balado hebdomadaire entièrement consacré à l'analyse de l'actualité de la semaine, Libre Média. Je suis Francis Denis en compagnie de mon collègue et rédacteur en chef à Libre Média, Jérôme Blanchet-Gravel. Jérôme, bonjour. Bonjour Francis. Notez que l'ensemble des sujets discutés au cours de ce balado sont également traités en format écrit sur le site web de Libre Média au libre-media.com. Alors, Jérôme, grosse semaine. Tu as participé notamment à une émission à Putsch. Là. Parle-nous un peu là, de ces personnes et de cette conférence là, qui s'en vient et qui est organisée par Libre Média. Ouais, 2 conférences qui s'en viennent. C'est la première fois qu'on va aller à Montréal, d'ailleurs, à Libre Média. On l'avait déjà fait dans le cadre d'un lancement, de 2 lancements au tout début de Libre Média. Mais on avait beaucoup de gens qui nous demandaient c'est quand est-ce que vous allez venir à Montréal? Maintenant, c'est prévu à l'horaire. C'est le 15 décembre prochain au Cabaret C à Laval, donc plus précisément à Laval, dans la grande région de Montréal. Les 2 conférences portent, c'est la même représentation, en fait, qu'on va faire à Québec et Montréal. À Québec, c'est à la scène Le Bourgneuf le 12 décembre. Et c'est sur l'avenir des médias dans un contexte de censure grandissante. Donc, c'est un de nos thèmes de prédilection. On est très heureux de réunir 3 personnes du Québec et 2 personnes de France. On est tous, en fait, les 5 personnes qui vont être sur scène sont des figures de proue des médias indépendants. Donc, Alexis Poulain, un Français journaliste intervenant en école de journalisme, quelqu'un de très connu là, qui est suivi par plus de 300 000 personnes en France et dans la francophonie. Donc, c'est quelqu'un qui va attirer des Français de Montréal et des Québécois du Québec en général. Donc, Nicolas Vidal aussi, le fondateur de Putsch, c'est chez lui, justement, Francis, que j'étais à son micro pour annoncer un peu les couleurs de la conférence. Alexa Lavoie, bien connu, on tombe du côté du Québec, qui, c'est la reporter de Rebel News qui se passe de présentation. Yann Sénéchal aussi va être sur scène. Yann, qui est évidemment le co-animateur du podcast Yann et Frank, c'est aussi le PDG de Yann et Frank, donc lui va nous parler plus du volet économique, si on peut dire, des nouveaux médias. Et moi-même, donc rédacteur en chef de Libre Média. On est très heureux, on est toujours heureux aussi de contribuer à créer des ponts entre le Québec et la France. Les relations entre la France et le Québec se portent pas super bien. Et à Libre Média, on a un peu cette vocation-là aussi de s'adresser à toute la francophonie. C'est très important de garder un contact étroit avec nos cousins. Donc, on va pouvoir faire des parallèles, comparer la situation en France, la censure, le contrôle du message par les grands médias, par le pouvoir, etc. Donc, le 12 décembre à Québec et le 15 décembre à Montréal. Et bien évidemment, vous pouvez vous procurer en avance les billets. Faites vite, ils vont partir assez vite sur le site de Libre Média au libre-media.com. Donc, une première nouvelle qui a été traitée justement sur Libre Média, publiée sous ta plume, Jérôme Blanchet-Gravel, un article sur Justin Trudeau et le macartisme canadien. Alors, selon toi, Justin Trudeau a importé des États-Unis la tactique de salissage des démocrates voulant que toute opinion, entre guillemets, de droite soit le reflet de l'influence étrangère. Oui, bien, cette semaine, il y a eu lieu la fameuse commission, en tout cas, une des séances de la commission sur l'ingérence étrangère à Ottawa. Et Justin Trudeau livrait un témoignage sous serment assez étonnant. Pas étonnant dans la mesure où moi, j'ai vu venir, je ne suis pas le seul, j'espère, que vu venir l'importation, effectivement, de cette rhétorique des États-Unis qui consiste effectivement à associer tout point de vue de droite à de l'ingérence. Donc, ça, c'est vraiment là, la nouveauté, la nouvelle stratégie du clan Clinton aux États-Unis pour associer Donald Trump et ses supporters à la désinformation, en particulier à la désinformation russe. Donc, Justin Trudeau a vraiment, importé des États-Unis. C'est vraiment la même tactique de salissage. Et il a même, écoute, c'est assez incroyable, il a même sous-entendu que Jordan Peterson était financé par le Kremlin pour semer le chaos au Canada. Donc, c'est vraiment dans une déclaration de style à caractère diffamatoire.
Jordan Peterson s'est un peu moqué d'ailleurs de cette déclaration-là sur les réseaux. Donc, Justin Trudeau était vraiment apparu caricatural, c'est-à-dire vraiment l'usage de la même stratégie, mais à un niveau peut-être, du moins aussi inquiétant pour la démocratie canadienne. Donc, écoute, il a même dit que le Parti conservateur était en partie soumis à des forces extérieures. Donc là, toute la question évidemment de Poilievre qui refuserait d'obtenir sa cote de sécurité pour consulter certains documents. Donc, on sous-entend que les conservateurs sont peut-être eux aussi, en partie sous l'emprise du discours russe parce qu'ils sont évidemment des méchants de droite. Justin Trudeau qui nous dit aussi quand même que la désinformation est à l'origine du Brexit au Royaume-Uni. Donc, les Anglais n'auraient pas choisi de sortir de l'Union européenne sans être téléguidés par les mêmes entités malveillantes. C'est assez incroyable. Justin Trudeau remet directement en question le choix démocratique des Anglais, un pays, le Royaume-Uni, un pays vraiment ami du Canada, là, avec des affinités naturelles, etc. C'est énorme. Il sous-entend aussi, Trudeau, en fait, il fait plus que sous-entendre que la présidence de Trump, la première, elle est aussi due à des informations. Donc, si les Américains ont voté pour Trump, c'est qu'ils sont finalement sous l'emprise de la propagande étrangère. Si les Anglais ont voté pour le Brexit, ils sont aussi sous l'emprise de la même désinformation. Donc, la démocratie, dans ce contexte-là, n'existe plus. Donc, vraiment, j'ai trouvé que c'était choquant, en fait, comme témoignage. Donc là, Justin Trudeau, c'est ça, qui fait exactement comme le clan Clinton, comme les démocrates, comme Kamala Harris. Donc, vous ne partagez pas les bonnes valeurs progressistes, donc vous êtes forcément manipulé par une puissance étrangère hostile. Et donc là, vous pouvez évidemment inclure la Russie, mais d'autres puissances pourraient s'ajouter à la liste. C'est ça qui est inquiétant parce que c'est un peu ouvrir une boîte de Pandore. Donc, étant donné qu'aucun pays, en fait, non occidental n'a plus vraiment le wokisme, ça voudrait dire que toute critique du wokisme pourrait, dans un avenir rapproché, devenir être le reflet, du moins selon cette logique-là, d'un soft power. Donc, celui de la Chine n'adhère pas au wokisme, l'Arabie saoudite n'adhère pas au wokisme, l'Iran n'adhère pas au wokisme, la Turquie non plus, et le géant indien non plus. Donc, est-ce que toute critique du wokisme pourra, Francis, rapidement devenir le reflet de l'ingérence étrangère, du moins dans la perception des libéraux, etc.? Ben, en fait, oui, c'est un scénario qui est possible. Donc, je ne sais pas si tu vois où est-ce que ça peut nous mener, mais c'est vraiment un dérapage incroyable. Donc, je suis revenu dans Libre Média à l'écrit sur cette tactique de salissage importée des États-Unis. Là. Tactique de salissage peut-être, mais est-ce qu'il n'y a pas, si prenons l'hypothèse qu'il croit vraiment à cela, est-ce que c'est pas une forme de, est-ce qu'il n'y a pas de la psychologie complotiste, là, essayer de rassembler des facteurs et des événements différents sous une même cause dans le but de simplifier un peu le discours, ou c'est pure stratégie ou une rhétorique, disons, partisane là, dans le but de discréditer ses opposants, selon toi? Ben, c'est les deux. Je pense que oui, il y a une sorte de psychologie complotiste dans le sens où on refuse de penser que les individus sont autonomes. Donc, ils sont effectivement. Quelqu'un tire les ficelles finalement, tire les ficelles de la population. Donc, c'est un peu effectivement le même registre, c'est-à-dire, l'accent sur la manipulation. Donc, quand nous, on parle d'ingénierie sociale, eux, ça va être. Eux, ça va être une ingénierie sociale qui, en fait, n'est pas le fruit du gouvernement canadien ni des grands médias, mais plutôt de la Russie, de l'Inde, peut-être autres puissances. Donc, on retrouve un peu cette espèce de schéma, en fait, là, où on attribue à des entités plus grandes que nous, on leur attribue le contrôle de la population, en fait. Donc, les gens seraient plus capables de réfléchir, ils sont seulement les marionnettes de. Donc, oui, on est un peu dans cette psychologie-là, donc un peu comme, je sais pas, les francs-maçons mêlés aux sionistes, le complot qui serait à l'origine, effectivement, du maintien d'État d'Israël, des compagnies qui appuient Israël. Donc, on est un peu dans cette logique-là aussi. Mais c'est très partisan. Là. Même des gens l'ont relevé qui sont pas du tout conservateurs. Dans les grands médias, par exemple, là, M. Mulcair a dit à TVA que c'était carrément partisan. Là, mais à un point, puis même Mélanie Joly a dit que les conservateurs étaient une menace à la démocratie parce que Poilievre refusait d'aller chercher sa fameuse code de sécurité et finalement il refusait de divulguer les fameux noms des députés conservateurs qui seraient à la solde des puissances étrangères.
Donc, c'est énorme. Donc, je pense que c'est les deux. Je pense qu'il y a une sorte de complotisme de gauche, bon chic, bon genre, et une stratégie très, très nettement partisane, un acte un peu. Ça traduit un certain désespoir, en fait, là, et ça, c'est un peu positif. Donc, une stratégie un peu désespérée des libéraux pour essayer de remonter quelque peu dans les sondages. Je pense que ça ne fonctionnera pas. Et évidemment, faire diversion, c'est-à-dire, on parle de la Russie, on parle de l'Inde, beaucoup de l'Inde récemment avec les fameux assassinats qui ont été commandés par New Delhi en sol canadien contre des sécessionnistes sikhs. Donc, là, c'est très, très clair. On met l'accent sur la Russie, on met l'accent sur l'Inde pour ne plus parler des liens compromettants, enfin des éléments compromettants qui lient la Chine au Parti libéral. On sait là, qu'il y a eu. Donc, les libéraux qui disent que finalement, qui sous-entendent que les conservateurs sont sous l'emprise de discours russes et indiens, alors qu'ils sont eux-mêmes en bonne partie sous l'emprise, je ne dirais pas l'emprise, mais qu'ils ont été en partie influencés par le régime chinois. Donc, ça remonte à loin. Les accointances entre les libéraux et Pékin remontent évidemment à la fameuse visite de Pierre Trudeau en 1970 à Pékin, où il va voir Mao Tse-tung pour reconnaître la Chine communiste. Donc, c'était vraiment un coup d'éclat diplomatique à l'époque là, du Canada, rappelez-vous. Et à partir des années 70, déjà, la Chine voit dans le Canada un candidat très malléable, c'est-à-dire c'est le candidat idéal pour la Chine pour s'ingérer, donc un pays relativement faible, etc. Je pense qu'on en parlait un peu la semaine dernière. Donc, ça obéit à plusieurs logiques. Donc, oui, une question de mentalité. Je pense qu'il y a des gens qui y croient pour vrai, pour te répondre. Enfin, il y a des gens qui croient vraiment que la droite, les points de vue de droite, entre guillemets, sont le reflet de parti pris de puissance étrangère, comme la Russie. Il y a des gens qui le croient, mais c'est très nettement une stratégie là, de salissage, c'est-à-dire parce qu'on vous présente comme un traître, en fait. C'est très grave. Là, ça va très, très loin. Tu sais, la logique qui nous parle de vivre, la gauche qui nous parle de vivre ensemble, alors qu'elle s'emploie actuellement à qualifier, à sous-entendre que des gens qui ne sont pas des libéraux sont des traîtres à la nation parce que, ils sont manipulés potentiellement par une puissance étrangère. C'est un esprit manichéen extrêmement dangereux qui met vraiment, qui pourrait nous faire basculer dans une sorte un climat de méfiance généralisé, etc. Donc, c'est pour ça que je parle de macartisme canadien. Donc, c'est très amusant. C'est cette espèce de chasse aux sorcières. Et là, tout le monde s'amuse à voir qui, au Canada, serait potentiellement un agent, même inconsciemment, d'une puissance étrangère, quelle qu'elle soit. Donc, êtes-vous à la solde de la Russie, de l'Inde ou de la Chine? Donc là, on va beaucoup, prochainement, ça peut être l'Iran, ça peut être autre chose. Et on ne parle pas évidemment d'influence des États-Unis au Canada, qui, elle, va de soi, là, et qui est probablement la plus forte, forcément, par la force des choses. Donc, c'est très malsain. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'ingérence étrangère. Évidemment, tous les États, en fait, dans le monde, utilisent ce qu'on appelle le soft power pour faire valoir leurs valeurs, leurs intérêts partout. Je veux dire, il n'y a aucun État dans le monde qui ne fait pas ça. Donc, c'est vrai que la Chine, oui, c'est ingéré. En fait, moi, je pense que la Chine, c'est le pays qui est le plus problématique au Canada. C'est le pays qui s'est le plus ingéré. On le voit avec tous les citoyens chinois qui sont harcelés par le régime pour finalement adhérer, embrasser le discours de Pékin. C'est-à-dire qu'ils doivent se la fermer, ne doivent pas, par exemple, critiquer le régime chinois au Canada. Donc ça a été très clair, ça a été démontré plusieurs fois. On a eu un article là-dessus la semaine dernière à Libremédia. Donc, c'est ça. Cette chasse aux sorcières qui consisterait à avoir de l'ingérence partout. Il y en a de l'ingérence, mais il ne faut pas devenir paranoïaque. C'est un peu comme le racisme systémique. Là. À partir du moment où vous voyez du racisme absolument partout, ben là, vous tombez dans une espèce d'esprit là, c'est fantomatique, c'est omniprésent. Et vous n'en sortez plus. Donc, c'est la même chose pour l'ingérence étrangère. Oui, ça existe. Oui, il faut faire attention. Il faut que le CRS soit très prudent et très vigilant, surtout. Mais on ne peut pas commencer à soupçonner n'importe quelle personne qui n'aurait pas une opinion tout à fait conforme au discours du gouvernement d'être un agent, même inconscient, comme je vous dis, d'une de ces trois puissances-là. C'est complètement. C'est un dérapage incroyable. Donc, c'est du macartisme woke, là. Justement, mais si on prend par exemple au sérieux je me fais l'avocat du diable, là, la thèse de Jean-François Caron dans son livre Ruski Mir, là, où est-ce qu'il montre à quel point un peu le soft power est peut-être l'arme la plus puissante, entre guillemets, là, à l'exception des bombes nucléaires, de la Russie, c'est justement son soft power et sa capacité de rassembler dans un anti-occidentalisme l'ensemble des forces, disons peut-être des BRICS, etc., etc.
Est-ce que justement, en faisant des attaques comme ça et en associant tout ce qui est de conservateur et anti-woke au régime russe, il n'y a pas quelque chose de vrai au sens du récit idéologique là, dans lequel s'insère la Russie? Est-ce que justement, c'est pas prendre au sérieux ce soft power russe en essayant d'associer l'ensemble des forces conservatrices justement à Vladimir Poutine? Ben c'est ça, c'est une thèse qui existe, celle par exemple d'Ap Empoli, là, Les ingénieurs du chaos, là, le fameux livre qui s'emploie effectivement à essayer d'identifier les sources le succès, en fait, qui parle d'un succès là, de cette espèce de grande machine de propagande, mais qui va bien au-delà de la Russie. Là, c'est-à-dire, on parle de Trump, Bolsonaro, Salvini, etc. Donc, toute la droite, en fait, qui aurait orchestré ce récit-là. Puis là, la part de la Russie est marginale dans la thèse d'Empoli. Donc, le recours, par exemple, aux bots. Là, on a reproché à Poiliev d'avoir recours à des robots, tu as vu là, sur X, etc. Donc, cette espèce de machine algorithmique presque là, à laquelle participerait aussi là, le méchant Elon Musk, qui aurait peut-être libéré aussi l'algorithme euh, en faveur des méchants intérêts de droite, Non, mais des sans personnalités de parler droite. d'ingérence directe, là, on parle de symbolique, là, on parle de récits civilisationnels et d'influences liées à des accointances idéologiques. Là. À ce niveau-là, on peut pas nier qu'il y a un certain accointance entre le conservatisme des valeurs familiales d'un Trump ou de la droite en général aux États-Unis et le traditionnalisme russe. Et les deux Oui, s'entendent dans leur plus. bataille contre le wokisme. Et donc, c'est normal que, puisqu'il est attaqué des deux fronts, peut-être Justin Trudeau est capable de faire les nuances appropriées, les rassemble comme un seul et même ennemi. C'est possible. Écoute, il faudrait voir à quel point le récit, là, effectivement, propagé par le Kremlin a fonctionné plus que, par exemple, celui de la Chine, qu'on connaît beaucoup moins, dont on parle beaucoup moins. Je pense pas que les organes de communication chinois soient beaucoup moins efficaces que ceux de la Russie, par exemple. Donc, on a mis vraiment l'accent sur la Russie. Peut-être parce qu'effectivement, il y a peut-être un succès qu'on sous-estime. Mais encore là, c'est très difficile de démêler, c'est-à-dire, c'est dangereux comme glissement, là. C'est-à-dire, si être conservateur, c'est avoir des accointances avec la Russie, alors que c'était pas vrai il y a pas très longtemps, dans la mesure où c'est quand même beaucoup plus la droite qui a combattu l'URSS, là, beaucoup plus que la gauche, là. Donc, c'est sûr que tout ça est assez nouveau aussi. Et par exemple, sur la question économique ou des intérêts géostratégiques, ça ne fonctionne pas non plus. Cette thèse-là fonctionne juste au niveau, effectivement, des valeurs, peut-être au niveau de la religion, par exemple, la question de l'idéologie de genre. Donc, on peut voir une forme de convergence entre, effectivement, les conservateurs américains et les Vladimir Poutine sur la question, par exemple, des droits parentaux, tout ça. Mais, par exemple, dès que vous vous déplacez à Cuba, etc., là, vous avez un affrontement encore très clair entre les États-Unis, la Russie, on le voit à Cuba, évidemment. Les États-Unis ne lâcheront jamais ça. Et les plus hostiles à Cuba, qui est une île encore soutenue par la Russie, c'est évidemment les gens de droite. Donc, les Cubains trumpistes sont les plus radicaux, là, ceux de Floride là, sont les plus radicaux là-dedans. Donc, c'est sûr que ça a des limites aussi. C'est-à-dire, j'ai lu le livre de Jean-François Caron, très, très, très habile, etc. Très bon, avec une illustration très claire. Mais on est vraiment, c'est ça, c'est un récit qui met l'accent sur vraiment les valeurs et qui, géostratégiquement, fonctionne plus ou moins. Parce qu'il reste que les intérêts des États-Unis et de la Russie s'entrechoquent partout, là, sur le terrain. Donc, au Venezuela, à Cuba, et tous les alliés de la Russie, en fait, sont des ennemis jurés quand même des États-Unis et de la droite en général. C'est-à-dire, quand on regarde l'Iran, quand on regarde la Chine, donc ce ne sont pas des amis de la droite non plus. Tu sais, donc, il y a beaucoup de nuances à faire. Mais oui, effectivement, pour te répondre, il y a un mouvement de convergence entre les droites, mais c'est plus clair en France, tant qu'à moi, en Europe. En Europe, la droite converge davantage, tant qu'à moi, avec la Russie que la droite en Amérique du Nord. Parce qu'en Europe, tu as vraiment des gens d'abord qui sont très anti-américains,
qui n'ont jamais digéré vraiment le plan Marshall et qui considèrent que l'Europe est le vassal des États-Unis et qui veulent renouer avec la Russie pour recréer un équilibre plus européen, ou eurasien, comme on dit. Là. Donc, c'est ça. Mais qu'est-ce que tu en penses? Toi, tu penses que la Hmm. Russie a réussi à ce niveau-là à. Non, je pense que c'est plus justement, Justin Trudeau essaie de faire du crime par association idéologique là, en mettant sous un même drapeau des forces qui sont absolument contradictoires et dont les intérêts temporels sont en dehors de un homme est un homme, une femme est une femme et ce genre de choses qui font les manchettes et qui sont très polarisantes. Je pense qu'il n'y a absolument aucun intérêt commun entre un Donald Trump et un Vladimir Poutine Ben, ou un Xi c'est ça, Jinping et souvent. tout ça. Donc, je pense qu'on est vraiment dans l'espèce de, comment on pourrait dire, la grille d'analyse des libéraux et de Justin Trudeau dans la politique internationale est d'un simplisme et d'une incapacité à comprendre la complexité. Là. Et je ferai une référence avec Jocelyn Coulon qui parlait justement de son incapacité de Trudeau à s'entourer de gens plus compétents que lui, en ayant mis des gens qui connaissent quand Mhm. même ça, comme Stéphane Dion. Il les a mis très loin, éloignés, dans le but de mettre des gens des yes men, comme on dit. Donc, je pense on assiste dans ce procès, entre guillemets, à, disons, la vacuité intellectuelle de ce personnage-là. Et je pense qu'il a fait assez de mal. Je pense que c'est le temps, la mutinerie ou la minuterie, si on se fie juste avant ce qui s'est passé sur les réseaux sociaux cette semaine par rapport aux libéraux, au clan libéral qui essaie de l'éjecter poliment, peut-être même trop. Mhm. Et je pense qu'on a affaire à la fin d'un régime et je pense que c'est le temps pour lui de partir là, parce qu'on assiste peut-être même à un délire paranoïaque, là, un peu à la Staline où à la fin, on essayait, on tirait partout parce qu'on avait l'impression que tout le monde était son ennemi. Là. Je pense qu'on a atteint une version soft de ça, mais c'est la même paradigme d'un chef politique qui s'accroche au pouvoir et qui ne sait plus trop et qui finit par tirer partout. Là. C'est ça. Et preuve que c'est beaucoup partisan. Écoute, Gerald Butts, l'ancien bras droit de Trudeau, et là, vous allez voir à quel point c'est un discours. Donc, Gerald Butts, la semaine dernière, sort dans les médias. En fait, il publie un texte dans un magazine et il estime que le mouvement souverainiste au Québec est favorisé par l'ingérence russe. Donc, là, On est dans le délire aussi. Là. Je non, mais pense que imaginez quand même, là, tu sais, PSPP, comment il reçoit ça? Lui, il y a une couple de semaines, notre cher PSPP, le bon gars, comme dirait Christian Saint-Germain, le maudit bon gars, qui lui-même, se plaignait que, les insultes aux élus étaient le fruit de l'ingérence étrangère. Lui-même était dans cette rhétorique un peu, là, tout le monde se c'est renvoie la peut-être à balle, cause hein, de la Russie finalement. que je me fais insulter sur les réseaux sociaux. C'est bébé, pas à peu près, là. Et là, monsieur PSPP qui apprend que les souverainistes québécois seraient favorisés par l'ingérence russe. C'est Personne ne vraiment comprend là, plus on est rien. On voit au que là, c'est une classe de politiciens, justement, qui est un peu. Il manque un peu de sophistication là, dans leur analyse. Là. Ou peut-être que c'est leur mais public ou leur électorat dans lequel ils doivent utiliser un langage que les gens comprennent, peut-être. oui, mais c'est arrivé aux sécessionnistes catalans d'être en fait d'être associés au Kremlin, et même de près. Donc, il y a un livre dont on a parlé à Libromédia en juillet dernier, donc La Trama Russa, donc l'alliance secrète entre l'indépendantisme catalan et le Kremlin. Imaginez-vous, c'est un livre très sérieux d'un journaliste là, un journaliste espagnol qui travaille pour quand même la chaîne ABC. Pour le journal, c'est un journal, non pas la chaîne, le journal ABC, le fameux journal conservateur en Espagne qui est assez bon, en fait. Donc, en tout cas, apparemment, ça a l'air assez bien étayé quand même. Là, il y a une convergence entre, écoute, c'est ce qu'on dit, le crime organisé et les intérêts du pouvoir russe pour faire basculer l'Espagne, finalement, dans la division. Évidemment, si elle perd la Catalogne, l'Espagne va être grandement affaiblie. L'Espagne, bon, n'est pas est un membre de l'OTAN, etc. Donc, ce serait les Russes seraient en Espagne pour favoriser l'indépendantisme catalan. Moi, j'y crois pas beaucoup, tu vois, à ça, même si, bon, il y a toujours des arguments qui ont de l'air solides dans tout ça. Mais ça pourrait leur arriver. Je trouve que les souverainistes sont très naïfs aussi, devraient arrêter de jouer aux grands vertueux et comprendre que si un jour ils ont affaire quand même s'ils doivent faire face à un référendum gagnant,
Ben là, en fait, si seulement ils montent dans les sondages, ils vont recevoir des attaques très sévères, là, puis ils vont être associés à toutes sortes de choses. Là, on ne sera pas en 1995. Là. Le scénario va avoir beaucoup changé. Et ça se pourrait, parce que regarde, les sécessionnistes catalans le sont. Ils sont associés à la Russie en Espagne, puis tant qu'à moi, ils sont nés dans cette stratégie de salissage très claire de la part de Madrid. J'adore l'Espagne en passant. Là. Puis bon, j'ai quand même certaines réserves sur l'indépendance de la Catalogne. On pourra en parler dans un autre podcast. Mais je pense qu'on est ici dans une stratégie de salissage. Donc, j'invite quand même les PSPP de ce monde à cesser d'être des enfants et devenir plutôt adultes politiquement et comprendre que vous allez entrer dans un jeu là, vraiment d'adultes. C'est-à-dire que s'affranchir de l'Empire britannique, c'est pas un truc que vous faites du jour au lendemain là, avec des bonnes manières, puis c'est sévère comme processus. Là. Donc, j'invite les souverainistes à peut-être, c'est ça, cesser de l'espèce de climat de bonhomie qu'ils veulent entretenir autour de leur cause, puis peut-être avoir une posture plus, pas dire belliqueuse, là, mais plus pugnace dans le sens où vous allez être diffamé là, de long en large et il faut s'attendre à ce genre d'attaque-là. Là. Enfin bref, vous voyez, écoute, les souverainistes québécois qui seraient finalement les amis de Vladimir Poutine, donc j'aimerais beaucoup entendre PSPP là-dessus. Justin Trudeau et le macartisme canadien, un article à lire sur Libremédia au libre-média.com. Un deuxième article publié sur Libremédia cette semaine, le 15 octobre à midi, pour être plus exact. Un article de Xavier Bélanger-Costa intitulé « En Allemagne, des amendes de 10 000 € pour mégenrage ». Alors, le 1er novembre, des centaines d'organisations de femmes dans le monde entier se rassembleront devant les ambassades et consulats allemands pour protester contre l'entrée en vigueur d'une loi extrêmement régressive en matière de droits parentaux. Oui, donc c'est le réseau féministe québécois qui appelle à manifester devant le consulat allemand de Montréal le 1er novembre prochain à l'occasion de l'entrée en vigueur de cette fameuse loi-là. Donc, c'est une loi sur l'auto-identification de genre qui est une des plus radicales en la matière, finalement, qui a été adoptée par un État occidental. Bon, elle a été adoptée le 12 avril dernier et c'est ça, elle entre en vigueur le 1er novembre. Et c'est une loi qui, imaginez-vous, va permettre en fait aux enfants de poursuivre leurs parents, en gros, à partir de 14 ans, si leurs parents ne reconnaissent pas leur transition de genre. Donc, un enfant qui qui est né femme, une fille qui est née femme et qui veut devenir homme, et ses parents ne sont pas d'accord avec ça à partir de 14 ans. Donc, cette femme-là, cette fille-là, cette nouvelle fille-là, au départ, c'est une fille, on va pouvoir, en tout cas, c'est ce yel-là va pouvoir poursuivre ses parents. Imagine-toi donc, Francis, à partir de 14 ans, donc, à pouvoir saisir le tribunal des affaires familiales. Ça se passe en Allemagne. Et plus que ça, une fois la loi adoptée le 1er novembre, tout individu devenu homme, autrefois femme, pourra, dont on refuse de reconnaître l'identité. C'est-à-dire, je vais le reformuler autrement, si vous refusez de reconnaître qu'une personne devenue homme, autrefois femme, si vous refusez de la reconnaître dans sa nouvelle identité de genre, vous pouvez recevoir une amende de 10 000 €. Donc, écoutez, c'est un précédent qui est incroyable. Donc, c'est pour ça que les féministes, évidemment, s'insurgent contre cette loi-là, effectivement, qui est très régressive en matière de droits parentaux. Mais plus que ça, c'est carrément, je veux dire, une répression woke à un niveau un peu dystopique. Là. Donc, on est vraiment dans 1984. Donc, les parents pourront toujours constater, maintenant on dit ça, constater le sexe, mais à partir de 5 ans, le consentement aussi de l'enfant va être exigé à 5 ans, dans le fond. À partir de 5 ans, je ne sais pas si vous imaginez les gens qui ont des enfants à 5 ans, là, bon. Non, c'est sûr que toutes ces questions liées au transgenrisme, transhumanisme, c'est sûr que ça va apporter des modifications légales assez importantes un peu partout dans le monde. Mais là, qu'est-ce qui explique, selon toi, là, qu'on en vienne à la coercition là, aussi rapidement possible? Pourquoi où est l'urgence de mettre de mettre l'État et le système juridique entre les enfants et leurs parents, là, comme si les parents n'étaient pas les mieux placés pour prendre soin des enfants? Je ne sais pas, puis je ne connais pas très bien le contexte allemand, je dois te le dire.
Mais c'est Non, sûr, mais ça c'est traduit des un logiques qu'on voit un peu autoritarisme. partout. Là. On voit partout ces logiques justement d'autoritarisme et de mettre les enfants contre les parents, de mettre par l'école et tout ça. Là, on le voit au Québec. Bon, il y a le comité de sages qui va se prononcer un peu sur ces questions-là, mais peut-être au-delà de la question transgenre, qui en étude une des formes, justement, d'où vient cette volonté de l'État de s'ingérer un peu partout, là, puis d'obliger les gens, au lieu d'essayer de les convaincre, on est vraiment dans l'obligation et la coercition. Là. Il y a comme une tendance de fond là, à ce niveau-là. Oui, ben c'est sûr que, écoute, l'État gagne du terrain. On est moins dans un paradigme libéral où on met l'accent sur les droits individuels. On est plus dans un paradigme étatique où l'État prétend s'arroger tout un ensemble de prérogatives. Mais Écoute, au c'est nom le des même droits glissement, individuels. effectivement. C'est au nom des Pardon? droits individuels. C'est au nom des droits individuels que l'État s'ingère dans les relations interpersonnelles de la société civile. Par exemple, en ce moment, dans un cas comme celui-là, c'est l'État qui vient au nom du droit de l'enfant à choisir son sexe, s'immiscer et obliger les parents à obéir à ce désir de peut-être transitoire, espérons-le, de l'enfant. Donc, comment est-ce qu'on explique ça? Là? C'est une dérive des droits individuels là, où on a vraiment affaire à justement le subjectivisme exacerbé en vient à devenir la norme sociale sur laquelle l'ensemble de la société doit se soumettre. Oui, ben c'est sûr, c'est une sorte effectivement, d'existentialisme radical là, où on prétend que l'individu est autonome au point de choisir son sexe. Ce qui est quand même étonnant, c'est comment, pourquoi aujourd'hui on considère que des enfants ont assez de jugement. Est-ce qu'on le croit vraiment pour faire ce genre de transition-là? C'est quand même ça qui est un peu étrange. C'est-à-dire, évidemment, la majorité, ça reste 18 ans dans l'ensemble des pays occidentaux. Donc, comme pourquoi on permet à des enfants d'entamer ces processus-là alors qu'ils n'ont pas le droit de conduire, qu'ils n'ont pas le droit de voter, qu'ils n'ont pas le droit de fumer? Ça, c'est quand même un peu c'est étonnant. Donc, je ne sais pas, moi, Une qu'est-ce incohérence qui, juridique. Là. qu'est-ce qui explique cette espèce comme pourquoi on prête à des enfants cette autonomie-là, cette espèce de fixation aussi sur l'enfant que c'est ça, qui serait capable dès cet âge-là d'exprimer une espèce d'identité profonde. C'est comme si on cherchait un peu le tissu originel, tu sais, avant que l'enfant. C'est comme si on voulait que l'enfant puisse, avant même d'être contaminé par la société, là, être construit socialement, qu'il puisse s'émanciper avant le temps de la société qui serait un poids là, qui pèserait qui brimerait son identité. Donc, c'est comme ça, c'est ça. On cherche une sorte je sais pas, Une prévention à la corruption de la société, un peu de rousseauisme là-dedans. Ouais, c'est C'est-à-dire ça, que effectivement. la Ouais. société, je veux dire, c'est la société qui corrompt le jeune. Et donc là, puisqu'on considère le sexe biologique comme un construit social, ou disons le genre comme étant un construit social, on essaie dans leur esprit, là, on essaierait de préserver la pureté Ouais, c'est ça. originelle Exact. présexuée jusqu'au moment où est-ce que la personne peut faire ses choix. Et ça, c'est avant la puberté. Donc, d'où l'attrait vers l'enfance. Ouais, c'est ça. Mais évidemment, Théorie. Là. c'est exactement ça. En fait, c'est vraiment, on est dans le fantasme plus. C'est le jardin d'Éden, là, c'est-à-dire c'est l'enfant qui ne doit pas croquer la pomme. Donc, il faut que. Donc, c'est comme si on voulait le laisser dans une sorte d'Éden mental où. L'indétermination. On voit ça aussi dans le mythe, justement, socratique là, de l'androgyne, hein, justement, où est-ce que les deux sexes sont comme unis et la distinction vient par la suite. On essaie de la préserver pour que la volonté puisse s'exprimer sur cet élément de sexuation humaine. Mais c'est sûr Je pense que oui. que mais ça devient très, très profond. Cette différenciation sexuelle-là est très profonde et disons, sans juger du bien ou non fondé, là, vraiment, on joue avec le feu, là, parce que si on en croit la science de l'évolution, disons, la distinction sexuelle, elle est présente, disons, à un niveau même cellulaire, là, de même génétique. Et Oui, ben donc, c'est des apprentis sorciers. Là. On ne sait pas avec quoi on joue là, quand on fait ça. oui, c'est un fantasme absolu. C'est-à-dire,
c'est l'individu qui ne serait soumis à aucune forme de déterminisme, finalement. Mais on sait très bien, d'abord, on connaît toutes les dérives qu'on a déjà énumérées, c'est-à-dire cette espèce de boucherie, finalement, qui condamne des enfants à voir certains de leurs membres être amputés. Donc, c'est une boucherie inimaginable qui est amorale, mais sur le plan sociologique, c'est-à-dire on prétend affranchir l'individu d'un ensemble de normes, mais pour le soumettre à de nouvelles normes. C'est-à-dire, c'est ça le grand paradoxe aussi de la gauche, c'est-à-dire on veut soustraire l'individu à ce qu'on appelle, par exemple, l'hétéronormativité, mais pour le soumettre notamment à une transnormativité. Donc, on ne sort jamais, en fait, des normes sociales. Donc, ça n'existe pas, en fait, une société déconstruite. Vous reconstruisez toujours quelque chose sur les ruines de quelque chose. Donc, c'est impossible de créer une société à partir de une société ou un individu ex nihilo. Donc, on est vraiment dans ce fantasme-là. Et comme tout fantasme idéologique, ça mène à des dérapages assez incroyables. Donc, un individu affranchi de toutes les conventions, celles du sexe, celles des vêtements genrés, mais qui se retrouve à forcer à adhérer à une nouvelle mode. Donc, ça, c'est un peu comme les punks à l'époque, c'est-à-dire, bon, vous voulez être 100% libre, mais finalement, vous êtes une tribu avec des codes tribaux, etc. J'ai rien contre les punks, là, mais vous comprenez, pour créer une tribu, de toute façon, là, vous recréez quand même un groupe avec ses goûts, avec ses propres particularités. Donc, vous n'êtes jamais, en fait, il faut quand même l'avouer, on n'est jamais entièrement libre à 100%. La liberté est un idéal important sur lequel on insiste, mais prétendre qu'il n'y a pas de société autour de nous et qu'on fait n'importe quoi et qu'on ne fait qu'exprimer une identité profonde, pure, originelle, authentique, une authenticité là, transcendantale presque. On est ici dans une nouvelle forme de religiosité, en tout cas de mythe, forcément. On est dans le mythe. Dans le mythe primitif, là, c'est ça, mais on n'est pas libre d'être libre, donc la liberté humaine se base sur un déterminisme à quelque part. Donc, c'est ce qu'on retient de cette conversation au sujet de cet article publié sur Libre Média. En Allemagne, des amendes de 10 000 € pour mégenrage. Un article à lire sur Libre Média ou libre-media.com. La liberté d'expression subit une attaque sans précédent. Au Royaume-Uni, des internautes ont été arrêtés pour de simples retweets. En France, Pavel Durov, le PDG de Telegram, a été arrêté dans des circonstances encore floues. Au Brésil, X a été suspendu. Des démocrates américains rêvent de bannir ce qu'ils appellent la désinformation. Le Canada n'échappe pas à cette vague de censure. Libre Média se tient debout. Libre Média est le seul média indépendant au Québec à offrir des analyses, mais aussi du contenu journalistique montrant l'envers du décor. C'est vrai, nous avons connu un départ canon, mais nous avons encore besoin de vous. Il en va de notre durabilité. La liberté d'expression n'est pas gratuite. Elle exige des sacrifices, il faut investir en elle. Abonnez-vous, faites un don et rejoignez notre communauté. Libre Média, c'est beaucoup plus qu'un site web. C'est votre porte d'entrée dans l'univers médiatique. À Libre Média, nous croyons qu'il faut vous donner les moyens d'accéder aux informations qui comptent pour vous. Gardez une longueur d'avance grâce à nos analyses approfondies et à notre couverture exhaustive. Pour tous les détails, visitez notre site web au libre-media.com. Aimez, partagez, abonnez-vous dès maintenant. Libre Média, parce que vos choix sont importants. Et toi, Francis, cette semaine, tu as diffusé le dernier volet de ta trilogie californienne, ta trilogie qui portait en gros sur, on peut appeler le déclin de la Californie, avec un reportage sur San Francisco. Probablement, je pense que c'est le meilleur de la trilogie, d'ailleurs. Tous les goûts sont dans la nature. As-tu cette impression-là? Non, j'aime bien tout. Chacun sont des pièces un peu indépendantes, mais oui, c'est-à-dire qu'il y a toutes sortes de
de façon de traiter d'un sujet. Moi, les reportages que je fais, je les traite un peu de la manière, oui, documentaire, mais aussi on pourrait dire de l'infotainment au sens presque cinéma. Là. J'essaie d'apporter une qualité un peu cinématographique ou disons cinémato-documentaire au reportage. Oui, j'ai bien aimé travailler sur ce sujet-là parce que justement, San Francisco fait partie de ces grandes villes mondiales dont le déclin est à vue, que je pourrais dire, dont le déclin a fait jaser énormément là, depuis 5-6 ans. Ouais. Donc, ça précédait un peu la COVID, mais c'est un peu ce délire, un peu, disons, le manque de tour réflexion du progressisme lui-même. On en a parlé la semaine dernière. Ce progressisme qui se voit comme une eschatologie, c'est-à-dire comme une historiographie, une façon de lire l'histoire humaine dont les représentants du progressisme seraient l'incarnation de la plus, comment je pourrais dire, le sommet de l'humanité serait atteint par ceux qui sont les promoteurs de l'idéologie progressiste, notamment les politiciens. Donc, San Francisco fait partie de ces grands États américains où l'économie est très bonne, dont la culture se déploie partout dans le monde par Hollywood. L'économie est très, très bonne. Il y a une grande population. Le climat est parfait et tout ça. Donc, un peu le soft power dont on parlait aussi dans la première partie. Bon, on le sait, les Américains, le soft power américain passe beaucoup par Hollywood. Donc, c'est un lieu de tous les mythes, du rêve américain et tout ça. Et c'est comme si, après 50, 60 ans, à vivre sur cette histoire ou cette façon de se comprendre soi-même, le progressisme en vient à toujours vouloir plus, mais c'est qu'il n'a plus de réflexion derrière. On n'est plus dans un progressisme, on pourrait dire philosophique, on est véritablement plutôt dans un tribalisme progressiste. C'est-à-dire que l'important, ce n'est pas que le progressisme ou ce qui est présenté comme la dernière avancée du progressisme. L'important, c'est que ça ne soit pas lié aux principes qui ont vu cette idéologie se déployer, mais l'important, c'est que ça appartienne à la tribu qui représente le progressisme aujourd'hui. Donc, on a vraiment une régression tribale du terme ou du label de la marque de commerce du progressisme, et c'est ce que le Parti démocrate a fait. Donc, d'où les espèces de lois qui ont absolument ni queue ni tête, comme celle de décriminaliser le vol en dessous de 950 $. Donc, il faut penser à cette loi qui a fait en sorte que l'ensemble des criminels d'un peu partout, même il y en a, on m'expliquait qu'il y a des gens qui viennent de d'autres pays, qui viennent à San Francisco pour voler en bas de 950 $. Ils peuvent s'enfuir, ils ne seront jamais mis au banc des accusés ou de manière criminelle. Donc, il y a quelque chose d'absolument un peu délirant là-dedans qui laisse présager justement ce délire progressiste. C'est-à-dire pourquoi, qu'est-ce qui fait en sorte que des gens, disons, on pourrait le penser, éduqués, qui ont été élus, qui ont réussi à voter une loi qui permet justement de considérer comme étant non criminel le fait de voler. On ne pense pas aux victimes, on pense pas à qui ne pense pas comment peut-on avoir autant de naïveté? C'est ça la question. Donc, on voit que ces gens-là pensent véritablement qu'ils sont éventuellement dans un paradis ou en devenir, et la répression, le côté sombre de la nature humaine n'existe plus. Tout ça, ça n'existe plus. Maintenant, nous pouvons arrêter ces lois oppressives qui font en sorte que les gens qui volent sont arrêtés. Je veux dire, il y a quelque chose d'un peu délirant. On n'arrive pas à comprendre comment la logique derrière. Là. Mais dans le cas de la criminalité, c'est toujours au Canada, même, on avait fait... ça a été dit souvent là, que évidemment, les gens racisés étaient mis beaucoup plus en prison. Bon, aux États-Unis, c'est vrai aussi. Donc, c'est vrai qu'il y a des facteurs structurels, historiques qui peuvent vous pousser à être criminel. C'est-à-dire, bon, les Afro-Américains, c'est évidemment des descendants d'esclaves, malheureusement. Je pense que si vous naissez Afro-Américain, vous avez plus de chances de commettre un crime qu'un Blanc, là, soyons clairs, c'est vrai. Mais cette vision, c'est-à-dire, c'est jamais votre faute. Parce que c'est drôle parce qu'on parle tantôt d'une gauche qui veut affranchir les gens de tout le déterminisme sur le plan sexuel, mais sur le plan criminel, c'est tout le contraire. C'est-à-dire, vous êtes pas autonome. Là. Vous êtes
vous avez été poussé par un système raciste à commettre un crime. Donc, j'imagine qu'en Californie, on a un peu cette réflexion-là, c'est-à-dire, si vous commettez un crime, c'est parce que vous avez pas eu la même chance que les gens plus aisés. Donc, c'est jamais votre faute, c'est toujours la faute à un système à abattre, à reconstruire, etc. là. J'imagine qu'il y a cette idée-là en Californie. Là. Je comprends. Mais il n'en demeure pas moins que, justement, si on incite les gens à voler en réduisant les peines, ben, il va y avoir plus de crimes. Non, je sais bien, mais il va y avoir il va y avoir plus de crimes où ces crimes qui n'en sont plus devant la loi vont voir une explosion. Et c'est ce qu'on a vu. Et donc, plus de crimes et plus de criminalité, plus de victimes. Et donc, le cercle de la pauvreté, disons, on n'en sortira pas. Là. Donc, il y a une espèce d'incapacité à voir les conséquences imprévues. Et c'est comme si psychologiquement, là, on peut penser aussi que c'est comme si le fait d'appartenir au camp progressiste fait en sorte que les gens se considèrent dans l'empire du bien, peu importe, et la pureté de leurs intentions dans leur esprit va nécessairement les porter leurs lois et leurs actions à avoir les effets qu'ils désirent. Là. On est un peu dans le chamanisme aussi. C'est comme si ces gens-là se sentent tellement en union dans l'éther ou dans l'union des bonnes intentions, l'union du camp du bien, que justement, ils ne verront pas comment les lois votées avec de si pures intentions pourraient ne pas produire les effets désirés, en fait. C'est un peu ce qui se passe dans leur esprit. Donc, tout ça pour dire que, oui, San Francisco fait partie de ces symboles de la décadence prévue et voulue d'une certaine façon et qui aurait pu être évitée, une décadence due à la naïveté et au manque disons, de philosophie, d'une anthropologie, disons, défectueuse, là, qui ne tient pas compte du côté obscur de l'être humain. Donc, on séjourne à San Francisco dans les rues et une des questions qu'on voit beaucoup, c'est la question de un peu ce qu'on voit à Montréal, en fait. C'est peut-être une question aussi liée à la Californie au complet. Est-ce que c'est ce qui nous attend ici? Ça, c'est la question un peu sous-jacente à l'ensemble des reportages. Mais justement, on commence ce reportage-là par la crise du logement, c'est-à-dire qu'il y a énormément de gens qui vivent dans la rue, plus que nous parce qu'ils ont le climat qui fait en sorte que les gens peuvent vivre dans la rue 365 jours par année, là, contrairement à nous. Et là, je rencontre cette personne de YIMBY Action, qui est un lobby, entre guillemets, on pourrait dire même un groupe de pression qui vise par des actions à la fois militantes et juridiques, à faire en sorte qu'il y a d'enlever les obstacles à la construction. Donc, par exemple, si vous êtes ici à Montréal, vous êtes un entrepreneur, vous voulez faire des logements, vous voulez faire des ci, des ça, et vous pouvez devant vous peut avoir des milliers d'obstacles à la construction. Par exemple, soit des règlements municipaux, que ça peut être des voisins qui s'organisent, qui sont contre, etc., etc., etc. Donc, le YIMBY Action a pour but de lever ou de militer et d'offrir différents éléments à ceux qui, justement, veulent la construction de davantage de logements. Puisque le logement, le fait de se loger est un droit prioritaire, est une priorité parmi les priorités municipales, notamment à Oakland, mais aussi dans la Bay Area, comme on dit, là, le Grand San Francisco. Et donc, cette organisation-là réussit à faire débloquer des projets. On en voit un dans le reportage et qui est en construction. Donc, le chantier de construction qu'on voit dans le reportage, c'est justement un chantier qui aurait été rendu possible, 90 logements quand même, qui a été rendu possible parce que YIMBY Action s'est impliqué et a fait en sorte que les conseillers municipaux approuvent la construction du projet. Elle le dit dans le quartier, c'est rare qu'on voit des logements se construire. Tout le monde, on est vraiment pas dans ma cour, généralisé. Mais le problème, c'est que San Francisco ne peut pas se permettre du pas dans ma cour. Elle doit construire. On doit avoir davantage d'habitations parce que la population croît. Donc, ce qui mène à l'explosion des coûts, c'est justement le manque d'offres. Donc, je pense que c'est une façon assez américaine, c'est-à-dire par le militantisme et par des organisations comme ça qui militent, mais intelligemment. Donc, pour moi, ce qui est assez intéressant, c'est justement le fait que
Natalie. J'essaie de savoir où mettre l'accent là, sur son nom à consonance italienne. Disons, appelons Natalie. Elle, justement, se met dans cette peau-là et a un discours un peu à la Pierre Poilievre. C'est-à-dire, Pierre Poilievre, qu'est-ce qu'il fait dans ses annonces? C'est abat les gatekeepers, qu'il appelle. Toutes ces personnes qui sont là à empêcher la construction de logements et qui réduit l'offre de logements, qu'ils soient municipaux ou dans le voisinage ou peu importe, ou environnementaux, etc., etc., ils nuisent à la construction de logements. Donc, comment faire face à ces gatekeepers qui souvent inondent les conseils municipaux qui finalement approuvent les projets? C'est justement, Pierre Poilievre, c'est son slogan, mais YIMBY Action fait ça. Donc, peut-être YIMBY Action pourrait éventuellement développer un bureau ici à Montréal pour permettre justement à faire débloquer, j'imagine, les tonnes de projets qui sont sur les bureaux des conseillers municipaux. Là. Puis la gauche, tu vois, elle fait face aussi à une de ces grandes contradictions. C'est-à-dire, d'un côté, elle prône la décroissance et de l'autre côté, elle prône l'accueil, notamment des migrants. Et là, il faut construire. Donc, on est dans une logique de croissance. Et là, elle se dit, j'imagine qu'elle est devant ce dilemme-là, un peu comme au Québec d'ailleurs. Est-ce qu'il faut construire? Est-ce qu'il faut croître? Ça veut dire que c'est du développement urbain, alors qu'on est plus dans la logique des ruelles vertes, etc. Donc, la gauche ne pourra pas tout faire en même temps. Là. Il va falloir qu'elle choisisse aussi à un moment donné. Là, entre, Puis YIMBY Action, eux, ils font pas, eux, dans leur tête, ils font pas de politique. Ils ont des principes de base. Et le principe de base, c'est parmi les biens qu'on peut chercher, le droit au logement et la priorité. Donc, tout ce qui est un obstacle à cela, elle va donner James Natalie, elle va faire un lien entre qu'est-ce qui est le prioritaire? Oui, on met deux droits, un à côté de l'autre. Le droit d'avoir le soleil sur son balcon versus le droit à une personne à avoir un toit sur sa tête. On est conscient que les deux sont des biens, mais il y en a un prioritaire, il y en a un qui surpasse l'autre. Et donc, une personne n'est pas de toit sur la tête parce qu'une personne veut avoir le soleil à 10 heures le matin sur son balcon. Ce sont des droits hiérarchiquement différents et doit prioriser le droit à avoir un toit sur sa tête. Donc, puis elle dit aussi, là, justement, Jane Natalie, dans l'entrevue, elle mentionne à quel point les conseillers municipaux, parfois, eux, sont élus démocratiquement. Puis dans les conseils municipaux, ils sont beaucoup plus habitués à avoir des gens qui sont contre que des gens qui sont pour. Donc, est-ce que c'est efficace d'avoir des gens qui sont pour, qui militent et qui viennent justement participer au débat qui se passe dans les conseils municipaux? Oui, ça fait partie de leur action et eux, ça crée chez les politiciens qui sont souvent très frileux, qui pensent surtout à leur bien-être personnel et à leur réélection. Souvent, avoir des gens qui sont pour, qui viennent dire oui, puis qu'ils viennent souvent, ça peut changer un peu l'optique. Ils vont peut-être finir par penser que finalement, les gens sont peut-être pas si contre que du développement urbain. Et il faut absolument, justement, commencer à changer la mentalité des conseillers municipaux d'une sensibilité accrue au pas dans ma cour versus une sensibilité accrue au il faut croître les constructions pour donner des logements aux gens. Et c'est le coût de la vie aussi, puisqu'on le sait, moins il y a d'offres, plus les prix sont élevés, plus les prix sont élevés, plus ça fait de l'inflation, et plus on est dans un cercle vicieux où est-ce que les gens peuvent même plus se permettre, tel Vancouver, se payer en ayant un salaire décent. Donc, se payer un logement même avec un salaire décent. Donc, voilà, c'est une des aspects. On ne va pas passer trop de temps là-dessus, mais justement, on en voit après ça, on rencontre ces jeunes un peu qu'on peut qualifier de délinquants parce qu'ils font des rodéos urbains, mais en même temps, on se rend compte que ces gens-là sont peut-être pas en mesure de se payer un logement à San Francisco. Et donc, est-ce que c'est une façon de se réapproprier leur ville avec les codes qui sont les siens? Est-ce que c'est un effet, une cause? Comment légiférer ça? C'est laissé un peu à
disons, au jugement du spectateur, mais à la fin, on voit bien, je pose la question, est-ce que la police vient pas vous achaler, etc. Et là, il dit non, ici, c'est pas no panic zone. Donc, on voit qu'on n'est pas dans une zone où est-ce que la loi est appliquée au sens strict, là, elle n'est pas appliquée très, très sévèrement. D'où la troisième partie où est-ce qu'on a le républicain qui est le président du Parti républicain du lieu là, de San Francisco, mais qui est aussi le chairman's des chairmen. Donc, il est aussi le président des présidents ou du board d'administrateurs du Parti républicain de Californie au complet. Donc, John Dennis, on n'a pas de lien de parenté, mais donc je le rencontre et lui, il parle justement du laxisme et des effets pervers, notamment justement sous cette loi de la décriminalisation des vols en bas de 950 $. Lui, il dit que ça et la consommation de drogue et tout ça. Donc, lui, il montre les effets pervers que ça a sur San Francisco, sur l'image de San Francisco. Justement, sur les commerces. Là, moi, quand je suis allé, là, Macy's qui vient d'annoncer qu'il vient de fermer. Mais allez sur YouTube, là, faites des petites vidéos, là, allez voir Louis Vuitton, Stealing, San Francisco. Vous allez voir de quoi ça a l'air. Là. C'est vraiment des meutes de personnes qui rentrent puis qui dévalisent tout puis de manière violente. C'est sûr que ça donne pas envie d'aller magasiner. Là. Si vous voulez aller magasiner San Francisco, Audion, entre filles, vous êtes mieux au 10-30 qu'au Square au centre de San Francisco, là, pour le dire comme ça. Donc, c'est sûr que ça fait mal à l'économie, ça fait mal à l'image de San Francisco, ça fait mal à l'image de la Californie tout entier. Et on assiste justement à ces contrastes-là entre, disons, le centre du monde électronique avec ses entreprises à méga capitalisation telles que Google, de toute la Silicon Valley, Apple et tout ça. Et au même moment, on arrive avec des villes en déclin et tout ça. Donc, comment comprendre un peu ces mouvements-là? Comment comprendre ces contrastes entre la super performance et le déclin total de l'état de droit? Comment comprendre tout ça? Je pense que c'est des réflexions auxquelles nous devons nous préparer et peut-être bénéficier de l'avancée, entre guillemets, de ces zones-là pour pouvoir nous empêcher de nous y rendre, en fait. C'est un peu la morale derrière l'histoire, même si je n'aime pas faire la morale. Enfin, une vidéo à voir sur la chaîne de YouTube de Libre Média. Oui, c'est intitulé « La chute de San Francisco » sur notre chaîne YouTube. Alors, Jérôme, un dernier article et non le moindre, traité aujourd'hui dans le podcast, mais il y a beaucoup plus d'articles. On invite les gens à aller voir tout ce qui est publié sur Libre Média. Cet article, délire technocratique, 42% de cadres fédéraux en plus depuis l'avènement du gouvernement Trudeau. Alors, cet article, justement, on parle à quel point les chiffres atteignent maintenant le nombre de 9 155 avec des salaires annuels allant de 134 827 à plus de 255 000 $ pour ces nouveaux fonctionnaires dont on se demande si l'utilité est véritablement démontrée. Oui, ben c'est ça. Écoute, la fonction publique au Canada continue à enfler de manière tout à fait gargantuesque. Ce sont des chiffres obtenus par la Fédération canadienne des contribuables en vertu de la loi sur l'accès à l'information. Donc, on s'est rendu compte, on constate qu'il y a une augmentation de 42 %. Là, on parle des cadres, donc des hauts fonctionnaires. On est rendu à 9 155 hauts fonctionnaires. Donc, il y en avait 68 % de moins en 2016 lorsque Justin Trudeau est arrivé en 2015. Donc, non, et puis pour te répondre, non, les résultats ne sont pas là. Donc, les objectifs de performance ne sont pratiquement jamais atteints, du moins selon l'analyse de la Fédération canadienne des contribuables. On pense la même chose à Libre Média. Manifestement, les services rendus aux Canadiens ne sont pas meilleurs qu'auparavant. On l'a vu, on a vu toutes sortes de ratés durant le règne de Justin Trudeau, qui heureusement achève. Notamment, vous vous rappelez la crise des passeports. Imaginez-vous déjà mettre le mot crise avant passeport. Crise, on n'avait pas vu ça dans l'histoire récente. Là. Bon, il y a quelque chose d'un peu ridicule. Il y avait un peu d'ampleur médiatique aussi. Mais comme au Québec, en fait, je ne sais pas si le Canada se québécise là, ou est en train d'adopter le modèle québécois, ou si finalement le Canada ressemble beaucoup plus au Québec qu'on pensait et inversement. C'est un peu l'argument de Bock-Côté qui nous dit souvent que, bon, pour essayer de convaincre la méchante droite de Québec, comme on l'appelle,
que finalement le Canada n'est pas moins à gauche que le Québec. C'est un peu vrai, c'est un peu pas vrai. Ça dépend toujours, de la perspective. Le Canada, par exemple, est moins laïque, donc est un peu plus à droite en matière de liberté religieuse. Bon, il y aurait des nuances à faire, mais la fonction publique du Canada, force est de constater qu'elle n'est pas moins obèse, en fait, que la fonction publique du Québec depuis Justin Trudeau. Donc, ça va être très, très important de faire le ménage. D'ailleurs, Pierre Poilievre a été un peu décevant, tant qu'à moi, dans une entrevue accordée cette semaine à Dominique Moret sur les ondes de Radio X. Il a dit que, bon, il n'allait pas faire congédier, en fait, des fonctionnaires, mais attendre que certains fonctionnaires prennent leur retraite. Donc, on voit que Poilievre est quand même assez modéré, là. Donc, on est loin du afuera et de la chainsaw de Javier Milei en Argentine avec M. Poilievre. Donc, pour ceux qui veulent le caricaturer, moi, je vous dirais que peut-être il est trop modéré dans ce domaine-là parce que la fonction publique, là, est vraiment, là, on voit que c'est démesuré. Donc, notre cher Dominique Moret s'attendait, disons, à une plus de fermeté de la part de Poilievre dans cette entrevue-là, qui est restée, c'est ça, comme je le répète, disons, un peu tiède, en fait. Je pense que les auditeurs s'attendaient un peu plus de poigne de sa part. Donc, M. Poilievre va attendre que des fonctionnaires prennent leur retraite au lieu d'en congédier. Oui, on peut penser aussi, cette centralisation-là, c'est difficile avec des chiffres comme ceux-là. C'est sûr que en pleine campagne électorale ou en pré-campagne électorale, se mettre à dos autant de gens peuvent avoir des effets dévastateurs sur sa réélection, sur, disons, le nombre de députés. Donc, on peut aussi, si on lui fait confiance, penser que c'est un geste électoral que cette timidité. Oui, tout à fait. Mais tu vois qu'on reste quand même au Canada, c'est-à-dire... le Canada, c'est un pays d'immigration. C'est-à-dire, il y a une canadianité, malheureusement. Des fois, c'est un peu vrai que le Parti conservateur a de l'air de l'aile droite du Parti libéral. Des fois, c'est vrai. c'est le point de vue de Maxime Bernier. Moi, je souhaite personnellement l'élection de Pierre Poilievre au Canada. Je pense que c'est urgent, en fait, là. Et comme je disais, on ne pense pas que les conservateurs sont parfaits, mais on veut surtout stopper l'hémorragie. Et je pense que Pierre Poilievre est le candidat désigné pour stopper l'hémorragie. Mais je pense que on met la barre un peu haute. Et malheureusement, Poilievre, pour des raisons électorales, mais aussi pragmatiques, va devoir mettre un peu d'eau dans son vin. Et c'est peut-être déjà le cas, mais oui, je comprends tout à fait qu'il ne peut pas faire peur à, je sais pas, combien de fonctionnaires auraient peur de perdre leur emploi. Donc, c'est un peu le même dilemme là, avec les fameux fonctionnaires fédéraux, là, avec un référendum. Si la souveraineté advient, est-ce que des gens vont perdre leur emploi? Est-ce que les fonctionnaires québécois vont perdre leur emploi? Donc, c'est un peu la même chose, là. Bref, on comprend M. Poilievre d'être prudent, mais on aimerait des fois un petit peu de chainsaw quand même. Oui, puis on peut penser aussi au retour, du rétropédalage du gouvernement canadien sous au gouvernement Poilievre concernant la liberté en matière d'accès à l'information et surtout lorsqu'on pense justement au bras de fer sur le dos des médias comme nous, entre Facebook et le gouvernement canadien là, qui va éventuellement pouvoir nous retrouver. Nos auditeurs et ceux qui nous suivent sur les plateformes de Meta pourront éventuellement nous retrouver sur ces plateformes puisqu'il y aura un déblocage et on le souhaite le plus rapidement possible. Alors, mon cher Jérôme, en terminant, quel est ton grand enjeu de la semaine? Faites pas le saut parce que c'est assez spectaculaire. C'est un article qui est paru dans les médias de Québécois, dans la section Monde, imaginez-vous. Donc, à l'heure où la guerre entre Israël et le Hamas se poursuit, à l'heure de la guerre en Ukraine, etc., etc., on nous apprend qu'une piscine a été fermée en Europe à cause d'un caca retrouvé dans ses bassins. Donc, écoutez, on a trouvé bon de partager cette nouvelle-là sur les médias de Québécois. Est-ce que je dois ajouter quelque chose, chers amis? Je ne pense pas aller plus loin que ça.
Oui, ben on pourrait aussi se réconforter ou se désoler si on pouvait voir en temps réel les statistiques qu'une nouvelle comme celle-là a pu éventuellement faire et peut-être pour nous encourager ou nous décourager du public québécois qui, d'une certaine façon, n'arrive pas à mettre les priorités aux bonnes places. Imaginez-vous que c'est une piscine en Normandie, ça c'est dommage pour nos amis français. Et quand même, un article de l'agence QMI, imaginez-vous, l'agence QMI. C'était bon, du copier-coller, mais il y a quand même quelqu'un, Francis, qui a rédigé ça, qui a trouvé ça. C'est-à-dire, c'est quand même des ressources. Et rappelons quand même aux gens que les journalistes sont subventionnés. Là, une partie des salaires des journalistes est subventionnée par vos impôts. Donc, il y a une partie de vos impôts qui vont quand même à la rédaction de ce genre d'article-là. Donc, quand on parle d'un grand enjeu, évidemment, on le fait sur un ton humoristique, mais il y a un message derrière. Et c'est un énorme gaspillage, en fait. C'est un énorme gaspillage et ça contribue, on le sait, on le voit à l'abrutissement de la population, malheureusement. D'où l'importance d'encourager des médias libres comme Libre Média qui ne reçoit aucune subvention. Et justement, à ce niveau-là, vous pourrez également assister à une conférence qui va traiter de ces enjeux très complexes et qui nous touchent déjà comme société dans ces panels qui vont avoir lieu à la fois à Montréal et à Québec, les 12 pour Québec et 15 décembre 2024. Intitulé « L'avenir des médias et la liberté d'expression », où vous pourrez voir 5 personnalités de cette classe émergente de journalistes et de commentateurs, Nicolas Vidal, Alexis Poulain pour ce qui est de la France qui seront parmi nous. Et du côté québécois, on aura Alexa Lavoie, Jérôme Blanchet-Gravel et Yann Sénéchal. Alors, les billets sont disponibles sur le site de Libre Média au libre-media.com. Voilà, c'est tout pour le balado de cette semaine. N'hésitez pas à nous donner vos commentaires ou une note 5 étoiles, pourquoi pas, sur les différentes plateformes de balado-diffusion. Cela nous aide beaucoup à faire connaître et rayonner le podcast. Vous êtes également invités à nous rendre visite au libre-media.com, sur X, TikTok, ou si vous êtes à l'extérieur du Canada, ce pays libre et démocratique, vous pouvez nous rejoindre par l'ensemble des plateformes du groupe Meta. Jérôme, bon week-end à toi. Bonne fin de semaine à tous. Et à vous tous et toutes, merci d'avoir été des nôtres et revenez-nous la semaine prochaine pour un autre épisode du Libre Podcast.